nous sommes en direct du marché du dimanche où il y a du monde malgré que la pluie commence à tomber. Et donc voilà, nous sommes à une distribution de tracts de la liste Changeons-Chalon 2020 avec Laurent Delrieux. Voilà donc petite distribution de tracts. Alors comment ça se passe cette distribution de tracts? Ça se passe très bien, ça les gens, comment les gens réagissent? Bien pour la plupart, ils sont curieux, ils sont heureux de voir des mouvements écologistes environnementaux. Et quand on leur parle de l'UDE, ils disent quoi? L'UD quoi? Non, généralement ils comprennent vite, après ils comprennent? ils ne connaissent pas encore. Entre l'UDE, l'UDI, l'UDR, l'UDM, l'UDC, etc. Ça fait beaucoup de EUD. Ouais, beaucoup de UD. Hein. Ça va, non, ça. mais bonne réception. Ouais. Ouais, bon moment. Et vous êtes là depuis combien de temps? C'était quoi? Une heure? Une heure. Ouais, donc c'est parti très vite. Bon. Il doit m'en rester quoi, une dizaine? Dizaine? Bon, c'est bien. Comme il va pleuvoir. C'est pour ça, faut que je me dépêche de les donner. Voilà. Monsieur Laurent est quelque part? Oui, il est juste là-bas. Là-bas, d'accord. Voilà, bonjour. Bonjour, vous distribuez, bonjour madame. Bonjour Dominique. Voilà, on distribue des tracts, c'est très beau. Voilà, c'est ça. Bonjour. Tu vas bien? Alors, ça marche l'expo? L'expo, extraordinaire. de Dieu, extraordinaire, 1500 personnes. Ouais, j'ai vu. En 10 jours, extraordinaire. Voilà. Donc, Anne France qui est venue nous rejoindre, tu vois. En tant qu'artiste, elle soutient ce mouvement aussi. C'est bien. Tiens. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors on nous dit, on n'invite pas, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a une sélection? C'est ça? Mets-toi plutôt de ce côté. Alors, mais bonjour messieurs les journalistes, comment allez-vous? On s'est vu nous. Merci. Chers confrères. Et donc pour répondre à votre question, nous on a engagé une démarche qui a été portée de rassemblement dès le printemps en réalité, ou juste avant l'été. À l'été, on a nos amis de la République En Marche qui ont choisi d'investir, ou du moins de désigner comme chef de file, un candidat qui semble-t-il d'ailleurs ne fait pas l'unanimité en local, y compris dans le groupe local. Enfin, au fond, c'est les affaires de la République En Marche. Donc notre projet, il est de rassembler largement celles et ceux qui ont envie de porter une alternance ici, sur un projet qui est un projet central, humaniste, démocrate et écolo-pragmatique, comme le disait Anne-Sophie tout à l'heure, qui au fond défend une écologie du quotidien, locale, qui n'est pas clivante, qui n'est pas positive, et que tout le monde peut adopter en réalité, petit ou grand, sans avoir au-dessus une épée de Damoclès, si tu fais pas ça, t'es mort quoi. Avec du concret par rapport à des politiques municipales, on va évidemment sortir 20 propositions pour la ville dans les 10 jours qui viennent, justement pour permettre de parler aux citoyens le plus pragmatiquement possible d'écologie et qui leur parle au fond de tous les jours, c'est-à-dire la qualité de l'eau, la qualité de l'air, par exemple les nitrites dans les cantines, c'est-à-dire le circuit court pour les enfants, etc. Des mesures extrêmement concrètes qui sont facilement implémentables, qu'on peut facilement mettre en place et qui en réalité parlent à l'ensemble à la fois des mères de famille, des parents et des petits et des grands, comme disait Anne-Sophie. La question évidemment du tri sélectif, la question des consignes, parce qu'en fait le système de consignes il peut être aussi local, notamment sur les bouteilles plastiques que l'on peut recycler, etc. Les filières, on peut les développer. Tout ça c'est facilement compréhensible par l'ensemble des citoyens. L'idée c'est d'être proche des citoyens, quoi, d'avoir des projets et des modes opératoires qui sont adoptables partout. C'est pas uniquement par une petite sélection ou des gens qui sont très engagés dans les verres, donc on les verre pour le coup qu'on des verres dans la cave pour retraiter, sans aller jusque là. Je pense que notamment, moi je crois beaucoup par exemple au passé par les enfants. Je suis souvent certaine qu'en donnant des bons gestes dans les écoles ou dans les cantines, les enfants après ils racontent à leurs parents. Et je trouve que c'est très entraînant. Très souvent les progrès viennent aussi par les jeunes, quoi. Ils permettent de faire évoluer la société comme ça. Moi j'étais pas là au début parce que j'étais dehors. Je ne sais pas ce que vous avez posé comme question. Moi ma question c'est
c'est ce que vous avez déjà posé. La majorité présidentielle va avoir à Châlons 2 candidats. C'est ce que vous avez posé. Mais moi, je n'ai pas eu la réponse, donc je vous la repose. Donc il y aura 2 candidats de la majorité présidentielle. Ça pose problème ou pas de problème? On regrette au fond que nos amis de la République En Marche aient choisi d'investir une candidature. Johan, tu complètes quand tu veux. Mais on regrette bien sûr que nos amis de la République En Marche aient choisi d'investir une candidature dès lors que nous avions une candidature déclarée qui est par ailleurs une candidature à la fois de qualité, locale, ça peut-être le dire, circuit court, et qui en plus porte vraiment la volonté de rassembler au-delà simplement de cet espace majoritaire, qui discute avec nos amis du Modem, nos amis de l'UDI, y compris sur l'espace de centre-gauche, sur l'espace écologiste, pour porter une alternative rassemblée et crédible à la municipalité actuelle. Donc aujourd'hui, nous, on continue évidemment notre chemin, parce qu'on a des idées pour la ville. Laurent les porte avec brio pour le moment, et on est absolument convaincu que ce rassemblement sera nécessaire. Les uns et les autres en tirant les conclusions, en fonction évidemment de la candidature, et on est aujourd'hui convaincu que ce sera celle portée par Laurent, le rassemblement porté par Laurent, qui fera à la fin l'unanimité dans le cadre de la majorité présidentielle. Pas du tout de rapprochement entre les 3 listes que nous avons actuellement. L'objectif, c'est évidemment un rapprochement. Nous, on est en discussion permanente avec les uns et les autres. La politique, c'est du rassemblement. Donc, mais ce rassemblement, c'est entre le premier et le deuxième tour ou c'est avant le premier tour? Alors, je pense que c'est trop tôt pour le dire de toute façon. Les campagnes commencent tout juste. Il faut que les gens aussi aient l'habitude de travailler ensemble. Et voir sur quel point de convergence de programme on peut se retrouver. Oui. Après, moi, le rassemblement, à la sortie des européennes, après qu'on ait fait la campagne pour la liste Renaissance où Jacqueline Ferrari est en 55e position, j'avais sollicité Philippe Exertier et puis Vincent Chouvet pour qu'on s'accorde d'entrée de jeu sur les municipales et pas qu'à Châlons. C'est-à-dire qu'on crée une sorte de coordination départementale de tous les mouvements politiques qui se retrouvent dans la majorité présidentielle. J'attends toujours une réponse de se dire on se met d'accord. Et j'ai très vite compris que eux, c'était pas leur objectif, et que c'était d'imposer leur candidat partout, et puis qu'on n'avait qu'une seule possibilité, c'était de suivre derrière. Voilà. À partir de là, quand vous avez ce genre de dialogue, c'est un peu compliqué, quoi. Mais on est toujours ouvert, hein. Laurent l'a toujours dit depuis le début quand il m'a rencontré, quand il t'a rencontré, que lui, son objectif, c'était de rassembler les écologistes, certains socialistes, des UDI, enfin voilà. Parce que de toute façon, quand on discute avec les gens sur Châlons, des différents collectifs qui sont, des différents mouvements qui ont lancé leur liste, ils ont un seul objectif, c'est il ne faut pas que M. Patray repasse avec son programme assez d'arrière-garde, on va dire ça comme ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend partout, mais qu'on a du mal à se mettre autour d'une table et se dire on va le faire ensemble. Voilà, on va proposer quelque chose d'autre ensemble. Quand vous discutez avec les écologistes, c'est guère différent de ce qu'on propose. Quand vous discutez avec les gens de l'UDI, quand vous discutez avec les gens du Modem, au fond, sur le programme, je suis quasi sûr, c'est une feuille à papier de cigarette, la différence. Donc voilà, donc nous on espère et on y croit jusqu'au dernier moment, parce que la liste de toute façon elle n'est pas encore déposée, mais qu'on arrive à se rassembler avec tout le monde. Mais ça avance ce rapprochement, pardon. Ça avance ce rapprochement. On vient de rentrer dans la campagne, et il est nécessaire aussi que chacun, en tant que formation politique légitime de la majorité, puisse aussi poser dans le débat public local ses idées, ses axes de campagne, voir ce qui est admissible par les uns, par les autres, et de continuer la discussion. Laurent, pour l'instant, le fait. On va continuer ce travail puisqu'on va publier donc, dans les 10 jours une vingtaine de propositions, là pour le coup, vraiment écolo pour la ville, pour faire changer la ville, etc. Et puis aussi, une fois encore, je rappelle quand même que notre démarche, elle a été engagée avant que la République En Marche choisisse d'investir une candidature qui arrive de l'extérieur de Châlons, qui est moins locale, qui est... Bon, très bien. Donc nous, on déroule notre ligne, on discute avec les uns et les autres, on n'est pas fermé, bien au contraire, on prône le rassemblement autour d'une candidature qui est justement peut-être moins clivante, pardon de le dire, que celle de la République En Marche aujourd'hui. Et donc le fait de vouloir élargir cet espace, discuter avec nos amis du centre-gauche, pourquoi pas des gens qui ont été dans un temps dans l'équipe Sirug. L'UDE, on a été au gouvernement avec François Hollande, donc on n'est pas fermé à cette discussion. Des gens qui sont sur l'espace centriste, y compris des gens du centre-droit, certains d'entre nous au sein de la majorité
présidentielles ont aussi été à l'UDF. Donc cet espace disparaît et l'alternance, elle est possible à la condition qu'on soit rassemblés et qu'on soit aussi rassemblés sur un programme et que l'aspect programmatique va être très important. Les gens ils vont pas voter pour une forme d'attelage, d'étiquette. Ça va être la personnalité qui rassemble et aussi qu'est-ce qu'on propose aux gens. Et c'est pas uniquement Chalonnais, c'est l'ensemble aujourd'hui des élections. Vous voyez bien qu'il y a un flou global sur les étiquettes et les gens ils veulent un programme crédible qui aujourd'hui est proche des gens, qui parle au quotidien, qui s'occupe, comme le disait Anne-Sophie très justement, aussi des enfants, la question de la santé, de l'air, de l'eau, etc. Et pour nous, c'est très important que l'aspect écolo est pris aussi dans l'opinion publique. On voit bien que dans le débat public, dans le débat politique, le sujet de l'écologie du quotidien, au-delà même de notre maison brûle et nous regardons ailleurs, il a pris. Tout le monde aujourd'hui est concerné par le sujet écolo et il faut que ça se retrouve dans le programme et que ça se retrouve de manière crédible et pas de manière opportuniste. Nous, c'est notre ADN politique. On l'a porté depuis des années et on continue à le faire. On est évidemment satisfait du fait que le grand public maintenant s'y intéresse, vous les journalistes, c'est à l'agenda médiatique et politique. Donc on va continuer à dérouler notre ligne de campagne, toujours dans un esprit de dialogue, mais aussi de mettre des propositions sur la table. Et en cas de nécessité d'union, il faudra aussi que nos propositions pour la ville, écolo, elles soient sur la table et elles se retrouvent dans le programme final. Ça, c'est clair. Est-ce que vous avez parlé de l'enfant, tout le monde, enfin je m'excuse, tout le monde presque en parle. Oui, tant mieux. Oui, tant mieux. Un sujet qui peut être clivant, c'est est-ce qu'on se municipalise les gros lots, les biens communs, la cantine scolaire par exemple, et d'autres sujets si vous voulez, qui ont été ici dans cette ville des sujets dans le passé relativement clivants. Le sujet des cantines, il a été particulièrement clivant et il a attendu pour le moins la majorité sortante. Sur le coup... Sachant que sur le salon, si vous vous souvenez bien, Sirug avait essayé de municipaliser. Oui, c'est vrai. Ils sont face à une impossibilité technique, vu comment a été goupillée la DSP. Après, l'enjeu, c'est de manger sain. C'est pas la municipalisation de la cantine, c'est de développer des filières courtes sur la zone pour pouvoir avoir une offre qui alimente comme à tu peux peser sur le cahier des charges. Non, c'est pas pesé sur le cahier des charges. Le problème aujourd'hui sur le bio et sur les filières courtes, il est sur l'offre. Il n'y a pas de légumes à acheter sur la zone. Il n'y a plus de maraîchers. Et il faut être volontariste par rapport à ça. Et Pour soutenir les maraîchers. Alors. Pour soutenir les maraîchers, éventuellement faire ce que d'autres collectivités ont fait, acheter des terres pour permettre l'implantation de maraîchers bio, et non pas après la chaîne suivra, que ce soit la Sogeres ou que ce soit la municipalisation. D'ailleurs, sur ce sujet, je me permets de compléter, parce que Jacqueline, qui est conseillère régionale, elle travaille justement sur ces filières au conseil régional. Donc au conseil régional, justement, le but, c'est de créer des filières et de pouvoir apporter des produits sains dans les cantines. Après, sur Châlons, municipalisé ou pas, je ne connais pas suffisamment la ville pour en parler, mais une chose est sûre, nous on travaille beaucoup sur l'alimentation aujourd'hui. C'est pas l'enjeu principal de municipaliser. Globalement, l'enjeu principal, il faut bien avoir en tête, c'est qu'on mange plus sain. Et la Sogeres sait faire, on pourra faire si on municipalise, mais ce n'est pas la première question à se poser. La première question à se poser, c'est comment on alimente. Et tu parlais du cahier des charges, et moi je le vois pas chez moi. La question d'imposer un cahier des charges qui pour le coup impose un certain pourcentage, soit de circuit court, soit de bio, soit d'un certain nombre de produits dans lesquels, évidemment, notamment on discutait du jambon par exemple à l'école, etc., sur lesquels il y a des nitrites dans les jambons. Tout ça, tu peux l'imposer dans un cahier des charges, avec la nécessité évidemment de compresser les coûts pour pas que les coûts évidemment de la cantine pour les parents et pour les usagers augmentent trop. Et ça, c'est de la responsabilité de l'équipe municipale de savoir évidemment jongler entre l'impératif coût et l'impératif cahier des charges. Mais je pense que la question de la municipalisation, qui est un débat pour le coup chalonnais sur lequel Laurent peut mieux répondre, mais à mon avis, même un acteur privé est en capacité de le faire dès lors que le cahier des charges, pour le coup public, lui, imposé par la mairie, il est élaboré et il est élaboré avec rigueur, détermination et qui correspondra aussi aux engagements qu'on prend face aux électeurs, puisque si on leur promet effectivement de mieux manger dans les cantines, il faut que rapidement ça se relaie dans les écoles, etc. de la ville, ça c'est clair. Et vous aviez une autre question sur sur l'eau, vous disiez? Oui, l'eau. C'est le débat sur la question régie ou pas, c'est le débat éternel sur
L'autre question, alors, s'adresse plus à M. Pimentel et à Mme Ferrari, je m'en excuse auprès de vous. Je vous en prie, ils sont là pour ça. Il ne faut pas m'en vouloir. Hein. Allons se soigner, il y a un conseiller municipal relativement écologiste actif. Monsieur Jacques Lançon. Jacques Lançon, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est chez Jacqueline pour le coup. Alors, Oui, il est voisin. Jacques Lançon travaille avec Monsieur Pélissard depuis 20 ans, justement. Ils ont travaillé à la création de filières. Ils ont mis en place un restaurant municipal qui aujourd'hui a fait ses preuves. Ils font beaucoup de bio, le pain est bio. Donc ils ont créé chaque filière. Le pain, les fruits et légumes, la viande, ils ont créé la filière viande également. Donc ils ont vraiment tout réuni pour que ce restaurant soit, pour moi, du haut de gamme municipal. Vous pouvez y aller parce qu'on mange vraiment pas cher et vraiment de qualité. Voilà, ça c'est très important et c'est vrai que c'est un travail municipal qui a duré 20 ans. Donc si vraiment il y a quelque chose à faire sur Chalon-sur-Saône, il faut démarrer dès maintenant. Donc si j'ai bien compris, il y aura 20 propositions bientôt qui vont être annoncées pour le Chalonnais. Et comment va se bâtir le programme? Alors, Quelle est votre démarche pratique? Pour le coup, alors Anne-Sophie et moi ne sommes pas candidats à Chalon, bien bien sûr, sûr. oui, Et là, pourra vous répondre Oui. sur la méthodo. C'est-à-dire, la méthodo, elle est, ce qui semble logique pour une campagne municipale, concertation, discussion avec les associations, discussion avec les collectifs, toujours avec des propositions qui reflètent, et je parle sous le contrôle de Laurent, sur la construction du programme, qui est quelque chose qui a été mis au cœur justement de l'argumentaire de campagne, qui dit qu'on co-construit le programme à la fois avec les citoyens, les collectifs, les assos. Parce qu'il faut que les propositions, dans le nouveau monde, on dit bottom-up, c'est-à-dire que ça vient de la base. Et en réalité, il faut que ces propositions qui viennent de la base se retrouvent dans nos valeurs, je le disais, des valeurs qui sont des valeurs centristes, social-démocrates, humanistes et écolo pragmatiques. Donc la co-construction doit engager déjà des dialogues, tu discutes avec les associations, je ne sais pas si tu as entendu la question sur quel est le process de construction du programme. Comment tu vas faire? Le programme, alors j'ai peur que vous ne repreniez pas d'ailleurs les communiqués sur les propositions. Nous reprenons. Donc voilà. L'idée est quand même d'avoir un socle qui a été clairement défini sur 3 axes. Rénovation de la démocratie, rénovation écologique et sur une ville plus solidaire. Donc là on décline des propositions sur chaque axe, sur lequel on a mis en place un outil pour les co-construire avec les partenaires et les co-construire avec les citoyens qui nous donnent des avis. La semaine prochaine, vous aurez un communiqué d'un citoyen lambda sur la partie écologique et donc programme qui aboutira à peu près en décembre sur la base de propositions mais qui sont discutables. À un moment, on souhaite travailler sur l'intelligence collective, c'est-à-dire avoir une base de discussion et pouvoir s'enrichir de ce que les citoyens vont nous amener comme... Est-ce qu'il y aura des ateliers de citoyens, comme les Verts vont le faire, comme les autres listes vont le faire? Parce que bon, la participation de citoyens, tout le monde le dit. L'écologie, il n'y a aucune liste à Chalon qui ne dira pas on est pour l'écologie, mieux manger à l'école, etc. Tout le monde va le dire. Hein. La question, c'est de dire et de le faire. Et, bon, et tout le monde... la méthodologie la plus aboutie, si vous voulez, pour arriver à un résultat efficace et une réelle mise en place. Si vous voulez, si vous utilisez le flagship, le drapeau de l'écologie, simplement le temps de la campagne jusqu'au 22 mars ce soir et que le 23 vous le remisez dans votre bureau et vous dites j'ai gagné, que l'écologie ça commence à bien faire, hein, les amis de M. Platrel ont dit par le passé, ça coûte c'est trop compliqué, ça coûte cher, etc. Ça marche pas. Il faut qu'on ait un discours et nous on le porte. Ce temps est passé, ce temps est terminé. C'est notre ADN politique, celui d'ailleurs de nos amis de LV d'ailleurs. Et nous avons un discours crédible sur ce sujet parce que nous avons déjà des élus locaux dans l'ensemble des villes de France qui travaillent sur ces sujets, qui portent des projets. Je le vois chez nos amis à Dijon, je le vois à Aix-en-Provence, je le vois à Saint-Laurent-du-Var, à Nice, à Biarritz, j'étais le week-end dernier en Bretagne, à Vannes, à Quimper. Tous nos élus travaillent là-dessus. Donc on a une expérience. Et donc par ailleurs, je complète sur la construction du programme, je vous parlais d'une vingtaine de propositions. C'est aussi des propositions qui pour la plupart, fait leurs preuves, sont en train d'être mises en place dans un certain nombre de villes où nos élus sont en responsabilité, soit dans nos mairies, soit dans des mairies, des municipalités où nos élus sont adjoints ou en charge des questions. Par exemple, sur le conseil régional, Jacqueline est en charge des questions de biodiversité et d'eau. Évidemment qu'on a, sur la question de la biodiversité, un prisme régional qui va être un avantage qu'on amènera dans le programme, à la fois qu'on portera évidemment à Chalon, mais qu'on portera évidemment dans les autres villes où nous avons des candidats. Ce sera le cas en Côte d'Or, ce sera le cas évidemment dans le Jura, je le dis pour Jacqueline qui sera aussi candidate, etc. etc. Donc il y a nécessité de porter un discours crédible et les électeurs ils sont pas idiots. Ils voient aussi ceux qui ont une connaissance, qui ont une expérience et on le dira dans le programme, on dira ça a été mis en place à Quimper, ça on l'a fait, ça marche. Et voilà pourquoi Chalon ça peut marcher.
Vous parlez d'une Moi, je vingtaine. voulais ajouter, concernant la création des filières, c'est vrai qu'il y a beaucoup de zones inondables. Donc ces zones inondables, la région, on travaille dessus, puisque justement, on a un programme pour, on va dire, mettre en place des plans d'accompagnement pour le ruissellement des eaux. Avec le ruissellement des eaux, quand la terre n'est pas suffisamment, est trop compacte par exemple, ben, ça va ruisseler, ça apporte une inondation, des zones inondables, c'est ce qui se passe ici. Donc pour créer des filières, il faut aussi s'occuper à l'extérieur justement de ces terres qui sont inondables. Je veux revenir sur la construction du programme. On sait très bien qu'on a des difficultés à associer les citoyens. On était ensemble au dernier atelier, ils étaient 5. Donc c'est vrai qu'on a choisi un autre mode opératoire. La particularité de la liste, c'est non pas de demander avant ce qu'on fait, mais surtout de s'engager à demander l'avis des citoyens après. Et ça m'apparaît un axe vraiment primordial par rapport, et on est les seuls, par rapport au programme, c'est de continuer après l'élection, de demander régulièrement l'avis des citoyens sur l'ensemble des dossiers municipaux. On le voit sur la problématique du HLM, où on crée un comité de consultation pour ne pas le suivre. Je trouve ça inadmissible, ça crée une fracture dans la société, ça crée une ville en fait qui ne vit pas ensemble. Et il est vraiment temps aujourd'hui de créer des dispositifs qui nous obligent, les politiques, à demander l'avis des citoyens. L'évaluation des politiques publiques aussi. Oui, avec l'évaluation bien sûr des politiques publiques, qui est alors aujourd'hui sur la mairie de Châlons une vraie problématique, c'est-à-dire qu'on n'a pas une seule information sur quelque dossier que ce soit. J'ai interrogé la com d'Aglo sur l'efficacité du dispositif Yvon, qui a quand même coûté 100 000 euros, 30 000 euros par an. Zéro réponse. D'ailleurs, ils ne m'ont même pas trouvé l'arrêté concernant ce dossier. C'est quand même un peu particulier. Juste une petite chose, depuis tout à l'heure, vous parlez d'une vingtaine de propositions qui seront visibles dans une dizaine de jours. Je vous demande à vous, Laurent, et puis à vos collègues, est-ce qu'on peut avoir les propositions les plus fortes, quoi? Peut-être pas les 20, mais... On aura des propositions fortes sur les circuits courts et les cantines. On aura des propositions, ça répondra, vous verrez, sur l'eau. Sur les circuits courts et sur les transports. Cantines, ma proposition que je souhaitais mettre en œuvre, c'est vraiment d'être volontariste sur la création de cette offre. Certaines mairies l'ont fait, c'est d'acheter en fait et de construire ces filières avec un apport financier du Grand Châlons, puisque c'est sa compétence, pour vraiment pouvoir passer à la démultiplier. Après, sur les... Ce qui veut dire un objectif en gros d'au moins 50% de bio dans les cantines Non, mais scolaires. c'est 20 propositions nationales ou c'est 20 propositions pour Châlons? Ce seront Nationales. des propositions nationales qui évidemment Après, se chaque déclinent. candidat se décline et l'adapte à leur Oui, parce qu'on territoire. a des marqueurs. Oui, Il y a voilà. évidemment Bah, des propositions qu'on va décliner dans toutes les villes. Toutes les villes. En réalité, les marqueurs de nous, de ce Voilà, qu'on c'est représente. votre base. Et après, on l'adapte à chaque ville. Ce qui sont des propositions qui ont été élaborées à la fois dans ce qu'on a envie de faire, ce qui est possible de faire parce qu'on a déjà cette expérience, qui ont déjà été réalisées dans un certain nombre de villes, où on a nos élus, etc. Tiens, je vois Gérard qui arrive, le maire de Béni qui nous rejoint. Et pour autant, ce sont des propositions qui sont réalistes, c'est-à-dire que le grand public, les lecteurs, il va se dire ça c'est de bon sens, il faut le faire, et on pourra prouver que ça a été déjà fait à Quimper, à Vannes, à Aix-en-Provence, à Biarritz, peu importe. Les 20 propositions sont réalistes et sont chiffrables? Elles sont réalistes, elles sont chiffrables. Vous les aurez d'ici une dizaine de jours parce qu'il y aura une communication nationale. Bien sûr, vous aurez la déclinaison locale sans aucun problème par Laurent et les équipes ici. Mais on tient vraiment à aussi montrer que l'écologie c'est possible, c'est pas si coûteux, c'est finançable. Il y a un grand nombre de projets, ça c'est très important de le dire, notamment en matière de mobilité, qui sont aujourd'hui finançables en mobilisant les financements européens, que sont les fonds structurels qu'on appelle le FEDER ou les fonds sociaux européens, qu'Anne-Sophie connaît bien parce qu'elle est en charge de l'économie et de l'emploi à la mairie de Lyon, et qui en réalité abondent jusqu'à 70% du coût d'un projet. C'est-à-dire que vous pouvez réaliser des grands projets de transition énergétique, de transition écologique, de mobilité durable, sans forcément avoir à augmenter la fiscalité locale, parce que l'argent il abonde avec des financements européens. Et aujourd'hui, les financements européens, ils passent par le conseil régional, ils passent par des relais au niveau régionaux, parce que le conseil régional est autorité de gestion des fonds européens.
européens, FEDER notamment, mais il faut des élus qui ont aussi en tête que l'argent, il faut aller le chercher, il est ailleurs, il faut des élus volontaristes qui disent tiens, ce projet il est finançable, il faut monter un dossier FEDER, parce que la plupart des élus se disent aujourd'hui oh là là c'est compliqué, c'est l'Europe. Non, c'est compliqué. 18% des fonds européens sont utilisés en France on chaque va pas année, dire le le reste ça contraire. repart à Bruxelles. Donc il faut le mobiliser. La région de Bourgogne, on a des élus qui sont prêts à s'engager sur le sujet. Non mais c'est très important et donc ça permet d'aller chercher des sources de financement dès qu'il y a, parce qu'il y a évidemment des programmes qui sont les programmes Horizon 2020, les programmes LIFE, etc., qui sont faits justement pour les collectivités locales, pour les collectivités territoriales, pour financer des projets de développement durable, de mobilité et notamment tout ce qui est lutte contre les pesticides, mieux manger, mieux vivre, mieux respirer. Ça c'est très important sur les financements pour dire que l'écologie c'est pas uniquement punitif. Non mais c'est important ce truc, c'est pas uniquement punitif et ça coûte pas plus cher. Monsieur Je pense Laurent. que c'est un enjeu de redéfinir la façon dont on travaille nos modes opératoires au niveau des finances publiques. Mathieu a pointé les fonds européens, mais il y a d'autres possibilités pour permettre de financer les politiques publiques sans, je dirais, mettre à mal les finances publiques de municipalités qui sont quand même dures à gérer. Notamment avec tous les dispositifs qui sont dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Je peux vous donner quelques exemples. À Bastia, sur le club de foot, donc ça peut être une problématique sur l'élan, ils ont créé une société, une SIC, Société Collective d'Intérêt, pour permettre de gérer correctement cet investissement. Je vous donnais l'exemple de l'achat de terres. Ça ne veut pas dire qu'on municipalise la production de maraîchage. C'est on insuffle, on investit et dans le cadre d'un dispositif de type SIC, on récupère l'argent investi dans le circuit. Donc il y a énormément de modes opératoires qui sont aujourd'hui visités par énormément de villes qui sont à développer pour pouvoir avoir une bonne gestion de ces politiques publiques. Mais il faut être un peu dans l'innovation, un peu en prospective par rapport à ce qui se fait ailleurs, mais ça se fait. Les fonds européens, les types des financements publics-privés. Voilà. Par exemple à Lyon on le pratique énormément et sur l'emploi c'est vrai que ce travail en partenariat avec les entreprises et avec le monde associatif permet là aussi en réalité d'avoir des politiques d'emploi et d'insertion professionnelle beaucoup plus efficaces puisque tout le monde se rencontre très rapidement et finalement les entreprises viennent abonder des projets qui permettent le retour à l'emploi ou des recrutements de masse sur des grands projets. Donc je pense aussi qu'il y a tout un volet partenariat qui est essentiel à développer et toujours à soutenir. Et si je peux ajouter quelque chose pour répondre à ce que vous disiez, on l'a évoqué très rapidement sur la question de l'évaluation des politiques publiques que tu soulignais, c'est quelque chose, c'est notre côté centriste, on est très attentif à la bonne gestion de l'argent public, on est très attentif au fait que les politiques publiques qu'on met en place, soit dans nos mairies, dans nos collectivités locales, soient efficaces et qu'il n'y ait pas de gaspillage. Et quand on a été au gouvernement, on a eu donc trois ministères, on a eu notamment le ministère chargé de la réforme de l'État et c'est quelque chose qu'on a vraiment voulu mettre en place à la fois au niveau national mais qu'on a voulu évidemment mettre en place au niveau local parce que notamment dans le cadre des services déconcentrés de l'État dans les territoires, il y avait vraiment la volonté d'une gestion efficace de l'argent public et que les politiques soient évaluées et parfois même réévaluées. C'est-à-dire que si ça ne fonctionne pas, on change de ligne et on arrête. Mais on ne va pas à fond perdu avec de l'argent public parce que c'est les impôts des gens, etc. Il faut être responsable. Et malheureusement, il y a un grand nombre de municipalités qui ont trop joué avec ça, une gabegie d'argent public, et à la fin, ça nourrit évidemment la défiance du politique, qui fait n'importe quoi avec l'argent, etc. Donc il faut rendre des comptes, il faut évaluer la politique qui est mise en place en amont, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un comité, vous parliez d'évaluation du coût, savoir combien ça va coûter, réaliste, c'est souvent vous avez des projets qui sont largement minorés, et savoir comment on le finance et quel est l'impact, bien sûr, sur la question des finances locales et donc de l'imposition des gens. Et au niveau démocratie locale, c'est quoi votre programme ? Le candidat, il est là. Non, mais c'est de l'UDE en général. Au niveau national, Parce que vous êtes des démocrates européens, écologiques. Je vais quand même revenir sur l'utilisation des fonds publics. On s'aperçoit quand même dans pas mal de domaines. Vous avez des fonds qui sont existants, mais il faut une volonté politique pour les mettre en œuvre. Par exemple, vous avez sur l'aspect social une expérimentation de l'État qui est le territoire zéro chômeur, qui se fait sans investissement, puisque globalement il y a des financements publics sur mais qui n'est pas mis en œuvre par décision politique. De la même façon sur l'accès à la santé, sur la coordination des médecins, sur l'aide aux aidants. À un moment, il faut une mairie qui puisse promouvoir, être moteur de ce type de dispositif, sans que ces dispositifs, en termes de financement, pèsent sur les finances publiques.
Alors, au niveau de la gouvernance municipale, de la démocratie, quelle est votre position? Est-ce que vous êtes pour les RIC municipaux, les référendums d'initiative citoyenne municipaux? Quelle est votre position? Comment on gouverne une ville? On a l'exemple de Gilles Plattret, on a d'autres exemples. Quel est votre exemple national? Après, le candidat le déclinera au niveau local. Mais vous, au niveau de l'UDE, quelle est votre philosophie par rapport à la gouvernance? Moi, je pense qu'il faut déjà utiliser les moyens légaux qui sont mis à disposition, notamment la création des CIL, des comités d'intérêt locaux, où des citoyens étudient des problématiques et d'abord font remonter les problématiques locales et sont auditionnés à chaque fois avant chaque conseil municipal. Et je pense que déjà rien qu'en utilisant ce que la loi demande de faire, je pense que c'est déjà essentiel. Après, on peut toujours aller plus loin, mais je crois que déjà la loi, avec les comités d'intérêt locaux, les conseils citoyens en réalité, les conseils de quartier, etc. Qui n'ont pas beaucoup de pouvoir actuellement. Non, mais quand on consulte aussi pour faire remonter à la fois des problématiques et à la fois éventuellement faire redescendre des idées que quand on est le nez dans le guidon à établir un projet ou à faire marcher une ville qu'on ne voit pas forcément. C'est toute la richesse de ce... Alors là, pour le coup, c'est pas du tout le nouveau monde, c'est vraiment ces descendants, c'est l'aller-retour, quoi. C'est des propositions qui descendent, qui sont évaluées et après la base peut refaire monter. Mais Monsieur Guy, on sait pourquoi ils n'ont pas beaucoup de pouvoir. C'est vrai que sur Chalon, Ils sont consultés, oui. Ouais. Ils Ils sont gérés par qui? Ils sont quoi? Ils sont gérés par qui? Par un élu de la majorité. Et à un moment, le point, la présence de l'opposition ou des corps intermédiaires dans ce type de dispositif doit être revu. Nous, à Lyon, ce sont des associations. Il n'y a aucun élu qui est président d'un comité d'intérêt local. Et par rapport au RIC municipal, par rapport au référendum, vous êtes favorable à ce que les citoyens... Moi, je pense que je ne sais pas si c'est facile d'avoir une position très ferme, parce que ça dépend de la question posée. Oui, mais sur le principe. Après, on peut limiter les genres de questions. Si la question est très précise, assujettie, j'allais dire, à un territoire, à une problématique très simple de territoire, moi j'y suis favorable, parce que je pense qu'il peut en ressortir une réponse claire et constructive. Si c'est pour avoir quelque chose un peu vague, voire fumeux, et qui est limite manipulateur sur un grand sujet de société, à titre personnel, je n'y suis pas favorable. Parce que je pense que ça peut être aussi une ouverture d'une boîte de Pandore qui, après, permet de prendre des positions qui ne sont pas forcément en réalité celles qui étaient à la base, mais qui, parce que la question a été posée, orientée, fait que... Donc voilà, mais c'est mon avis, pour le coup, très personnel. Mais sur certains sujets, c'est quand même important. C'est-à-dire qu'une bonne décision, c'est une décision quand même qui est acceptée par tous. Et sur certains sujets, on peut faire appel à des référendums d'initiative locale. Sur une des propositions, qui est par exemple de passer l'hypercentre à 30 km/h, qui permettrait... À un moment, tous les citoyens doivent être associés, les cyclistes, les automobilistes, pour que cette décision, elle soit admise, elle soit respectée et elle nous permette de faire citer. C'est le type de proposition sur lequel on peut faire appel à un référendum. Et les aménagements aussi, souvent. Moi, je vois, par exemple, quand on fait des stades, des squares pour les enfants ou des stades, très souvent, les comités font remonter des spécificités en fonction de... il y a plus de très jeunes enfants, ou alors il y a plus de jeunes, là il y a un groupe par exemple de foot qui est hyper actif et très structuré, enfin voilà, ça permet aussi d'infléchir en réalité une décision qu'on a prise, mais parce qu'on ne connaît pas réellement le quartier, voire même le bloc qui est juste autour, on loupe peut-être quelque chose. Et je trouve que souvent, si on écoute les associations, mais vraiment les associations, là pour le coup, les gens comme nous tous qui vivons là, on arrive à avoir des idées qui sont extrêmement constructives et très adaptées à un territoire, à un petit territoire. Et pour compléter sur la question de la gouvernance locale, on s'est engagé avec l'UDE dans le cadre du partenariat pour un gouvernement ouvert qui s'appelle en anglais OGP, ou PGO, partenariat pour le gouvernement ouvert, qui a un volet de gouvernance locale qui vise en fait à faire qu'il y ait une transparence à la fois des process de décision, à la fois des résultats de décision, c'est-à-dire que on prône aujourd'hui l'open data, c'est-à-dire l'ouverture des données, qu'elles soient à la fois sur l'argent public, à la fois sur le process de la décision, qui a validé, comment les dossiers sont passés par exemple en comité, vous parliez des DST ou des marchés publics, tout ça aujourd'hui va être ouvert, c'est une nécessité, et il y a un grand nombre de formations politiques aujourd'hui qui n'ont pas encore pris ce tournant nécessaire de la transparence, parce que le citoyen, il a
aujourd'hui l'envie et l'exigence d'avoir accès à qui a utilisé mon argent public. Donc si vous êtes élu, c'est un engagement, ça. Oui. Ah oui, ça c'est clair. C'est-à-dire de toute façon, ça fait partie de la charte de nos élus qui sont dans les propositions nationales de notre mouvement, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'open source, l'open data, qui veut qu'il y ait une gouvernance plus transparente, plus inclusive, on parlait d'inclusion des comités, etc., plus participative, mais surtout je pense qu'aujourd'hui, le français électeur, le Chalonnais, la Chalonnaise, ils sont aujourd'hui dans une démarche où il faut voir ce qu'on a fait de l'argent, qui a pris la décision, comment ça a été pris. Comment les Et impôts sont avoir utilisés. la bonne information sur l'historique chalonnais. Les dernières municipales, c'était quoi l'axe principal? C'était, on nous expliquait qu'on avait une ville qui était au bord de la faillite. Oui. Vous êtes aperçu de 3 mois Plus après, qu'au bord. C'était pas vrai. À un moment, ça crée des crispations. De la même façon, sur les débats actuels sur le taux d'investissement sur le centre-ville, on aimerait avoir des chiffres précis, parce que là, 80%, effectivement, ça peut questionner tous les Chalonnais de la périphérie, qui représentent quand même les 3 quarts de la population. Donc l'information, c'est vraiment un élément, je dirais, primordial pour pouvoir avoir une vie démocratique saine et apaisée. Non, mais on parle d'engagement, mais ça fait 100 ans que les hommes politiques s'engagent. Il n'y a pas 100 Et, ans. non, mais 100 ans, depuis la Révolution française, les hommes politiques s'engagent à. Et quand on voit les engagements, le résultat, c'est que les engagements ne sont pas souvent tenus. Donc vous vous engagez à quelque chose, et si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas réélu. Vous savez, la Oui, mais politique, c'est 5 ans. C'est un peu violent. 5 ans, 6 Ah bah oui, ans. mais je peux vous assurer, Et pour c'est long. avoir connu des échecs électoraux, des victoires et des échecs, la politique c'est violent. Oui. Hein. Le jour où ça s'arrête, ça s'arrête. Hein. Du jour au lendemain, même d'une nuit à l'autre, ça s'arrête. Donc, Oui, et puis par ailleurs, ce qui fait partie de ce cadre de programme pour la gouvernance, c'est-à-dire que vous avez une évaluation permanente quand toutes vos décisions sont publiques et que vous avez une évaluation des politiques publiques que vous mettez en place, mais pas à plus 10 ans, c'est-à-dire que la politique, elle doit être évaluée à 6 mois, à 1 an, à 3 ans, etc. Les lecteurs y voient si votre politique, elle fonctionne, si les changements sont palpables. On parlait par exemple des cantines tout à l'heure, c'est un changement qui est extrêmement palpable très vite. Il faut des décisions qui soient des marqueurs, on en a, et qui soient palpables rapidement. Et ensuite, la nécessité de l'évaluation, à la fois financière, à la fois de l'efficacité des décisions, la transparence. Les lecteurs, il saura évidemment faire. Par ailleurs, il y a des élections intermédiaires, puisque sur une municipale, vous pouvez être maire, mais vous avez aussi des élections cantonales, des élections régionales, en fonction des scores que vous obtenez dans votre ville. C'est un désaveu ou pas de votre politique, parce qu'évidemment, il y a une incidence locale sur ces autres scrutins. Bon, on va voir. oui. Mois de mars. Bah, Après. Après, sinon, c'est la révolution.